Un salarié peut-il créer une entreprise concurrente? On en parle tout de suite avec mon invité, Mouna Bouaziz, avocate au sein du cabinet Saul. Mouna, bonjour. Bonjour Arnaud. La Cour de cassation s'est prononcée sur la possibilité pour un salarié de créer une entreprise concurrente dans un arrêt du 11 décembre 2024. Pouvez-vous revenir sur cette décision? Absolument, merci Arnaud. Alors, est-ce qu'un salarié peut ou ne peut pas justement créer une entreprise concurrente de son employeur pendant l'exercice de son contrat de travail? Puisque la Cour de cassation, sans faire trop de suspense, a répondu par la négative, on ne peut pas, et ça a justifié le licenciement pour faute grave de la salariée en question. En quelques mots, pour revenir sur cet arrêt, en fait, il s'agissait d'une salariée qui avait été embauchée en 1987, donc il y avait une très grosse ancienneté, au sein d'un cabinet d'expertise comptable où elle exerçait en qualité de responsable juriste. Et en 2015, donc 28 ans après le début de son activité, elle a décidé de lancer une entreprise individuelle où elle conseillait en stratégie des entreprises. Donc là, 2 ans après la découverte de sa création de la société, son employeur l'a convoquée, l'a mise à pied et a procédé à son licenciement pour faute grave, en invoquant un manquement à son principe de loyauté qui perdurait pendant son contrat de travail et pour concurrence déloyale. Donc la salariée en question avait invoqué plusieurs arguments pour se défendre devant le Conseil de prud'homme, puis en cour d'appel et en définitive dans la Cour de cassation, en faisant valoir notamment qu'elle n'avait pas manqué à son obligation de loyauté. Pourquoi? Parce qu'elle était à temps partiel et que de ce fait-là, elle n'avait pas de clause d'exclusivité, donc qu'elle pouvait exercer une activité annexe. D'accord. Elle avait également fait valoir que son employeur ne pouvait pas lui interdire d'exercer dans son domaine de compétences, qui était le domaine juridique et pas du tout l'expertise comptable. Et enfin, elle avait indiqué que l'activité qu'elle avait était assez sommaire, elle avait très peu de clients et ça lui générait très peu de chiffre d'affaires. Donc sur ces 3 arguments-là, la Cour de cassation est venue répondre que peu importe, du moment que l'objet social de son entreprise était concurrent ou en tout cas empiétait sur l'activité principale ou connexe de son employeur, ça caractérisait un manquement à l'obligation de loyauté et que du coup, on a validé son licenciement pour faute grave. Donc là, en l'espèce, elle était auto-entrepreneur. Donc, est-ce que la solution aurait été différente si elle avait été salariée d'une entreprise concurrente? Alors, la solution aurait été différente, mais il faudrait qu'on se pose une question annexe, à savoir est-ce qu'elle était à temps plein ou à temps partiel? Parce que quand on est à temps plein, il est probable, fort probable même, que le contrat de travail prévoit une clause d'exclusivité. Bien Donc, vous sûr. ne pouvez pas exercer une autre activité chez un autre employeur sans en informer au préalable votre employeur initial. Il y a aussi la question de la durée du travail, il ne faut pas qu'on l'excède. Donc voilà, pour toutes ces raisons, déjà, on doit informer la société qui vous embauche de cette seconde activité. Et oui, la décision aurait été la même parce que concurrencer directement son employeur peut vous causer des petits dégâts comme là, le licenciement pour faute grave. Bien sûr. Alors, un autre cas de figure, si cette fois, l'entreprise était au nom du conjoint, qu'est-ce qui se passe? Alors là, on touche un petit peu du doigt une sorte de vide. Pourquoi? Parce que encore faut-il pour votre employeur qu'il puisse être en capacité de démontrer que vous, salarié, vous avez commis des actes positifs venant le concurrencer au profit de la société créée au nom de son conjoint. Donc tout est une question de preuve parce que sur le papier, c'est pas le salarié qui est immatriculé, c'est pas le salarié qui est à la tête de la société. Donc à charge pour son employeur de démontrer que c'est bien lui qui a la manœuvre derrière et montrer cette manœuvre un petit peu déloyale. Alors là, en l'espèce, il s'agissait d'une faute grave. Est-ce qu'il y a besoin d'un antécédent disciplinaire pour prononcer une faute grave? Alors, non, pas particulièrement. Un fait isolé, même si le salarié n'a pas d'antécédent disciplinaire, peut constituer une faute grave s'il est suffisamment justement grave. Et la définition, c'est qui empêche tout maintien du salarié dans l'entreprise. Là aussi, c'est la charge de la preuve, elle pèse sur l'employeur. Là, ça peut être suffisamment donc grave pour constituer cette faute poussant au licenciement, mais
On va aussi pouvoir vous opposer que l'employeur pourra difficilement se prévaloir de la faute grave à l'encontre de son salarié s'il a cautionné un petit peu son comportement depuis plusieurs mois, voire années. Alors, il y a un autre cas de figure, cette fois, est-ce qu'il y a des cas de concurrence déloyale pour des salariés en arrêt maladie qui sont à temps plein? Alors, l'obligation de loyauté, on va revenir un petit peu dessus, elle est induite dans la relation de travail, en fait. Elle découle de l'obligation de bonne foi. Et D'accord. c'est une obligation qui ne s'arrête pas, peu importe la suspension et la cause de suspension de votre contrat de travail. Donc, pendant les congés payés, pendant la maladie, Elle demeure. Exactement, elle demeure. Donc ça, on ne peut pas s'y soustraire. Donc, mais la question, c'est est-ce qu'un salarié adopte un comportement déloyal à votre rencontre, vous, employeur, ou à la rencontre de la sécurité sociale? Parce que reste à savoir s'il exerce une activité qui ne vous concurrence pas ou s'il exerce une activité bénévole. Là, il va contrevenir au droit de la sécurité sociale, mais pas forcément à son manquement de loyauté envers vous. Donc, reste à identifier est-ce que ça vous concurrence ou pas. D'accord. Alors, du coup, pour éviter ces désagréments, est-ce qu'il est utile de mettre une clause de non-concurrence dans le contrat de travail? La clause de non-concurrence, pendant des années, on l'a beaucoup utilisée, même presque, si j'ose dire, un petit peu à tort et à travers. Donc, pour des postes qui n'étaient pas forcément clés. Et on a eu tendance à l'abandonner parce que, à défaut de la lever, beaucoup de sociétés se sont retrouvées à devoir la payer, puisqu'elle exige une contrepartie financière. Donc, si vous ne la levez pas, votre salarié ne vous concurrence pas, il n'avait peut-être même pas l'intention de le faire, et vous êtes tenu de le rémunérer pendant, à minima, une année. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on la réserve pour des postes vraiment stratégiques et clés qui induisent un secret de fabrication, des D'accord. connaissances bien spécifiques. Et si on veut la mettre en place, déjà, il faut veiller à sa rédaction. Et surtout, pourquoi pas prévoir une clause pénale, comme ça on aide aussi les juges du fond à se positionner sur la contrepartie que le salarié va devoir verser à son employeur et ne pas avoir à faire la démonstration du préjudice. Alors, en définitive, comment on peut se protéger de la concurrence d'un salarié qui a quitté l'entreprise et lui interdire de démarcher ses propres clients? Alors, au-delà de la clause de non-concurrence, on a aussi, là, ça évoque un petit peu la clause de non-sollicitation ou de la clause de non-débauchage. La non-sollicitation de clientèle, déjà, on peut interdire à un salarié déjà de récupérer votre effectif pour monter une activité annexe, de contacter vos clients. Mais il y a aussi cette clause de non-sollicitation qu'on retrouve beaucoup entre deux sociétés, généralement prestataires de services, qui va vous détacher des salariés dans vos effectifs. Vous allez créer un fort lien. Et puis, il va vouloir, à la fin de la mission, le débaucher. Et là, on a tendance à préconiser ce type de clause pour protéger les entreprises, en fait. Bien sûr. Mais il faut faire, une fois de plus, attention à sa rédaction, puisque même si le salarié n'en est pas touché, il peut être lésé, puisque ça va être une vraie restriction à ses droits. D'accord. Donc, à manier avec précaution quand même. Exactement. Et jusqu'où ça va, l'obligation de loyauté, pour terminer? Et ben justement, l'obligation de loyauté, en fait, elle va trouver ses limites, notamment dans des libertés qui sont fondamentales, à savoir la liberté de travailler et la liberté d'entreprendre, puisqu'on ne peut pas limiter un salarié ad vitam aeternam sur ses aspirations professionnelles annexes. On va conclure là-dessus. Merci Mouna Bouaziz d'être venue sur notre plateau. Merci Je Arnaud. rappelle que vous êtes avocate au sein du cabinet Saul. Merci Arnaud. C'est le moment de conclure cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.